magazine Pluriel. Juliette Kamde. Bonjour auditeurs, ravi de vous retrouver pour le journal magazine Pluriel. Au sommaire, assurer la sécurité de ces données reste un grand défi dans un monde de plus en plus numérisé. Le Togo a présenté hier sa stratégie nationale de cybersécurité 2024-2028. Le président ghanéen espère un arrangement pour la réintégration des pays de l'AES dans la CEDEAO. Nana Akufo-Addo plaide aussi pour la libération de Mohamed Bazoum. Nous recevons deux invités dans cette édition. L'un est économiste Akbaki Maouli, trésorier général du Conseil de l'Ordre des experts comptables du Togo, aborde la question des PME. L'autre est enseignant, mieux une enseignante à la retraite. Isbatu Wadja Inoussa nous raconte sa carrière. Autre rendez-vous du journal magazine Pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse hebdomadaire. Un bon enseignant est comme une bougie. Il se consume pour éclairer le chemin des autres. Cette pensée de Mustafa Kemal Atatürk pour faire mention spéciale aux enseignants en ce jour du 5 octobre, journée mondiale des enseignants. Focus sur une enseignante à la retraite, ce sera plus loin dans cette édition. Protection des données, l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI a présenté hier vendredi la stratégie nationale de cybersécurité SNCI Togo. Le document directeur pour la protection du cyberespace togolais couvre la période 2024-2028. Il vise à renforcer la résilience numérique du Togo. Solim Lemou. La stratégie nationale de la cybersécurité SNCI a pour objectif de faire du Togo un leader régional en cybersécurité et reconnu au niveau mondial. Elle devra permettre de renforcer la protection des infrastructures informatiques et d'améliorer la détection et la réponse aux incidents de sécurité. Commandant Bota Gwaliba, directeur général de l'ANSSI. Nous avons fait un grand travail sur le terrain et donc c'est tout ce travail qui nous a permis d'élaborer ce document stratégique. Le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine qui est extrêmement sensible, extrêmement évolutif. Et vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle le pilotage à vue. Il vous faut avoir une feuille de route, il vous faut avoir un document sur lequel vous vous planifiez et vous vous projetez. Voilà pourquoi nous avons donc élaboré cette stratégie qui est sur 5 ans, qui va démarrer de 2024 à 2028. Je suis convaincu qu'avec cette stratégie, nous posons aujourd'hui les fondations d'un avenir numérique sécurisé pour notre pays. Ce document marque une étape cruciale dans le processus de protection de l'espace cyber du Togo. Calixte Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le Togo, notre cher pays, se positionne désormais au niveau 2, progression, avec un score de 88,88, soit une augmentation de 166,67%. Ce bond spectaculaire place le Togo parmi les pays ayant une politique de cybersécurité reconnue à l'international, aux côtés des nations telles que le Canada, la Suisse, Israël et la Chine. Cette stratégie s'articule autour de 4 axes. Le premier axe, promouvoir une culture de cybersécurité et développer les compétences techniques nationales. Le deuxième axe, assurer la sécurité des systèmes d'information de l'administration, des opérateurs de services essentiels et de l'économie numérique. Troisième axe, renforcer les capacités de réponse aux incidents de cybersécurité. Quatrième axe, améliorer les mécanismes de poursuite et de sanction des crimes et délits liés à la cybersécurité. La stratégie nationale de la cybersécurité, pour sa mise en œuvre, va mobiliser 2,776 milliards de francs CFA. Le gouvernement togolais participera à hauteur de 56% et les 44% restants seront obtenus auprès des partenaires.
Journée du volontariat français au Togo, 13e édition. La célébration a été marquée hier vendredi par une rencontre à l'Institut français du Togo. L'événement met en lumière l'engagement des volontaires. Bénédicte Kanda. Placé sous le thème « Francophonie, les volontaires en action pour un monde meilleur », la manifestation est une occasion de saluer les actions des volontaires dans tous les domaines. Selon l'ambassadeur de France, le Togo est le premier choix des volontaires français. Augustin Favero. C'est pas anodin qu'on retrouve cette foule et cette assistante ici au Togo. Entre le Togo et la France, il y a justement une affaire de générosité, de partenariat, de désintéressement, de volontariat, puisque, comme nous le répétons souvent, le Togo est la première destination des volontaires français, jeunes et moins jeunes, et j'insiste là-dessus. Que ce soit dans le social, l'éducation, la santé ou encore l'environnement, ils sont là, prêts à donner de leur temps et de leur énergie. Une disponibilité de ces volontaires saluée par le ministre délégué auprès du ministre du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Abdoul Fad Fofana. Les volontaires, qu'ils soient togolais, français ou d'autres nationalités, incarnent des valeurs de solidarité, d'humilité, d'ouverture d'esprit, de partage d'expérience, de professionnalisme, mais aussi d'abnégation qui, in fine, leur permettent d'apporter leur soutien au développement socio-économique de nos communautés respectives. L'événement a été marqué par la finale du concours d'éloquence Mots vifs. La lauréate Agbo Adjoasika Light Sandrine, étudiante en première année de communication des organisations, a émerveillé l'assistance par sa prestation axée sur l'importance de valoriser les langues locales pour une meilleure intégration. Je suis très contente, je suis émue aussi. Ça n'a vraiment pas été facile. Le thème déjà, il m'a été imposé, je l'ai tiré au sort. Mais les langues locales étant le reflet de notre identité, faire leur promotion, plus qu'une nécessité, c'est un devoir. Plusieurs panels et des visites de stands de villages associatifs ont aussi marqué cette journée du volontariat français au Togo. Le Togo dispose d'un large éventail de produits agroalimentaires avec un label, parmi eux Choco Togo, un chocolat produit au Togo à base du cacao togolais. Choco Togo fête ses 10 ans cette année. Le promoteur a annoncé hier un festival pour célébrer ce jubilé d'étain. Nabara, Nafara, Noudar. Il s'agit du festival Café Cacao 2024 qui se tiendra du 23 au 26 octobre prochain à Lomé. Il est organisé par la société Choco Togo. Occasion de célébrer et valoriser ces deux ressources, le café et le cacao togolais. Comme Eric Agbokou, directeur général de Choco Togo. Pour le festival, nous aimerions créer un marketplace. C'est-à-dire que ce serait une place où on peut rencontrer au même lieu les producteurs, les transformateurs, les acheteurs, les exportateurs et que les consommateurs aussi puissent venir. Même des importateurs dans les autres pays peuvent venir pour voir la qualité du cacao togolais. Tout au long de ce mois et jusqu'à décembre, nous aimerions juste montrer que le Togo fait quelque chose de très bonne qualité et c'est à nous de le valoriser. Choco Togo a de l'avenir. Une initiative a accompagné selon Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination pour les filières café-cacao. C'est une très belle initiative et c'est un signal assez fort pour non seulement les consommateurs, mais tous les acteurs qui animent le monde de la consommation et le monde du quotidien. J'insiste sur cet appel du quotidien pour ainsi dire qu'on est parti de rien et on est arrivé à un niveau assez important. L'événement qui doit être célébré actuellement, c'est dans ce cadre-là. C'est qu'en fait, 10 ans de vie de Choco Togo, c'est pour encore avoir des signes ou des éléments pour continuer à performer, pour continuer à travailler. Parce que plus vous êtes connu et plus on vous observe. Le festival Café Cacao 2024 est soutenu par plusieurs organisations comme la FAO. Voilà, nous sommes dans le mois du consommé local. Les journalistes de Radio Lomé joignent l'acte à la parole. Aujourd'hui, la sauce correcte potagère ou Adémé Dessi à l'honneur dans ce dossier avec Nora Lassé.
Effectivement, consommer local, les journalistes de Radio Lomé sont à la cuisine pour nous faire savourer les authentiques fiertés et délices du terroir. À la dégustation à Demain ou sauce correcte potagère. À Demain made in Vaughan, habituellement accompagné de akpli ou pâte de farine de maïs. Préparons-nous à vivre une expérience typiquement vauganaise. Des ingrédients frais cueillis à même nos champs, parfois achetés chez les revendeuses d'Ademé ou Adéméto à la criée ou directement au marché de Vaughan-Gbeke qui s'anime tous les vendredis. Pour notre sauce, des feuilles de légumes à des mains bien vertes, petites, larges ou ovales, dentelées, des poissons fumés, akpala chincha, maquereau, salomon. Nous rajoutons des variétés de petits poissons frits à l'huile rouge, communément appelés totogwe, des petits poissons fumés, sardinelles ou doevi, du piment vert boebese, du piment rouge qu'on écrase, kanli toutou, l'anhouin, poisson faisandé, du bicarbonate, du sel, des tableaux de bouillon culinaire made in Togo, de l'huile rouge, des crabes et crevettes. Après avoir enlevé les petites impuretés des feuilles et légumes, nous passons au lavage méticuleux de ces feuilles qu'on arrange pour la cuisson. La marmite est au feu avec de l'eau bien ajustée pour la cuisson, une pincée de bicarbonate, le feu porte l'eau à ébullition, nous introduisons les feuilles bien propres. On fait péter quelques ballonnets de bois ébaissé pour rehausser l'arôme champêtre. Nous ajoutons l'anhouin pour faire corser le goût et embaumer façon grand-mère. Couvercle fermé, nous laissons les feuilles se ramollir. Une fois attendris, nous procédons au battage pour une bonne texture et gluanteur. Merci Laura. C'est un plat à des mets d'ici avec akpele que nous allons savourer tout à l'heure à la sortie du studio. Nous rajoutons piment écrasé, les bouillon culinaire, made in Togo, les crevettes et crabes, bien lavés, bien assaisonnés, les poissons fumés et frits de l'huile rouge et je remue délicatement avec ma cuillère en bois. Je laisse mijoter, je goûte pour voir si tout est prêt. Juliette, tu peux goûter pour voir si c'est prêt. C'est au point, non? Rien qu'à sentir l'odeur, d'accord, c'est parfait. D'accord, je m'attaque à la préparation de la pâte parce que à des mets, là, je l'ai soulevé, je l'ai retiré et je m'attaque à la préparation de la pâte. À Vaughan, akpli doit être ferme et consistante pour bien nourrir le paysan. Voilà, à des mets, pour profiter de ses vertus thérapeutiques, on doit le consommer souvent et agir positivement sur les problèmes de stérilité. Elle aide à préserver les cellules du cerveau. Sa consommation régulière stimule la flore intestinale. À des mets est riche en sels minéraux, en vitamines A, B, C, protides et lipides. N'iront plus les vertus médicinales. Soutenons nos producteurs locaux. C'est aussi préserver notre patrimoine culturel et notre santé qui passe par notre assiette. Bon appétit. Akpli kwa demain est vivinanto. Actualité à l'international, en Tunisie, les rues de la capitale ont été le théâtre de manifestations hier à seulement 2 jours de l'élection présidentielle. Ce scrutin largement perçu comme joué d'avance devrait voir la réélection du président sortant, Kais Saied, qui a écarté ou emprisonné bon nombre de ses opposants. Les manifestants, principalement des jeunes, ont exprimé leur refus de participer à cette élection, dénonçant un processus dénué de garanties démocratiques. Nous revenons sur nos voisins d'à côté, d'à l'ouest. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, espère un nouvel arrangement pour la réintégration du Burkina Faso, du Niger et du Mali dans la CEDEAO. Nana Akufo-Addo plaide aussi fortement pour la libération de Mohamed Bazoum, emprisonné au Niger depuis le putsch de juillet 2023. On ne peut pas l'oublier. Si nous, les leaders démocratiquement élus de l'Afrique de l'Ouest, nous lui tournons le dos, demain ça pourra être moi, ça pourra être quelqu'un d'autre qui se fera renverser à son tour, a déclaré le président ghanéen. Nana Akufo-Addo s'est ainsi exprimé en marge du 19e sommet de la francophonie qui s'est ouvert hier à Villers-Cotterêts dans le nord de la France. Et puis justement, alors que se tient le sommet de la francophonie, la langue française pourrait connaître un déclin au Maroc. Si les langues officielles du royaume sont l'arabe et l'amazigh, le français reste la première langue étrangère et l'une des 2 langues administratives. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, 36% des Marocains parlent français. Si les chiffres officiels ne le confirment pas encore, l'intérêt pour la langue de Molière semble être en fort déclin dans ce pays au profit de l'anglais.
La suite de cette édition, mieux financer les entreprises pour créer l'emploi. C'est l'un des volets du 6e congrès des experts comptables de l'UEMOA la semaine dernière à Lomé. Les petites et moyennes entreprises PME pourront donc compter sur ces assises de Lomé pour être plus visibles. Quels sont les critères pour être considérés comme PME? C'est l'une des questions posées à Akbaki Maouli, trésorier général du Conseil de l'Ordre des experts comptables ONECA Togo. Il est l'invité du journal. Il répond aux questions de Rebecca Kogomna. Bonjour, monsieur Akbaki Maouli. Bonjour, madame. Les travaux du 6e congrès des experts et comptables de l'UEMOA ont pris fin la semaine dernière. Tout à fait. Il était question de trouver les voies et moyens pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur développement. Parmi les thèmes développés, il y avait la formalisation de l'informel. En quoi consiste la formalisation de l'informel? Ok, merci beaucoup. En fait, le thème général, c'est l'expert comptable et le développement durable et inclusif des PME dans l'espace UEMOA. On parle d'informel quand on considère les entités économiques qui n'ont pas une certaine forme d'existence juridique, légale, administrative et qui soient connues donc des autorités d'un État. Alors, quand on dit formalisation de l'informel, c'est l'ensemble des actions qui conduisent les entités qui interviennent dans l'informel à pouvoir avoir une existence administrative, légale et à être considérées comme de vraies personnes morales qui opèrent sur le territoire économique d'un État. Beaucoup de femmes dans nos marchés sont dans le secteur informel. Quand il s'agit de basculer du secteur informel au formel, quelles sont les procédures? En fait, c'est simple. Passer de l'informel au formel, d'abord, il faut préciser que ça a des avantages. En ce sens que l'entité, nos sœurs, nos mamans qui font une activité économique, que ça soit activité commerciale ou de prestation de services généralement, pour pouvoir avoir des relations qui vont se développer avec des partenaires. Par exemple, tes fournisseurs qui vont te faire confiance, la bonne dame au marché, elle n'a pas un numéro d'identification fiscale connu. Donc, pour passer de l'informel au formel, c'est faire en sorte que l'activité que vous exercez soit déclarée. Donc, vous déclarez ça aux autorités que, voilà, moi, je veux maintenant faire telle activité. Et quand vous déclarez ça, on vous dit, mais vous voulez déclarer ça comment? Comme personne physique individuelle qui fait le travail, on appelle ça entreprise individuelle ou établissement, ou bien est-ce que vous voulez créer en association avec quelqu'un d'autre? Vous devenez donc une société. Donc, le passage de l'informel au formel, c'est donner une assise légale à l'activité économique que vous effectuez. Passer de l'informel au formel, c'est déclarer son activité. Maintenant, quels sont les critères pour pouvoir être qualifié d'une PME ou d'abord, je commence par nano-entreprise? Oui, le Congrès a ciblé les PME. Les PME sont l'épine dorsale, c'est-à-dire que c'est la grande masse qui permet d'employer nos concitoyens. En fait, au Togo, il y a une charte des très petites et moyennes entreprises qui a été adoptée par le gouvernement togolais et nous saluons ça au passage. Et dans cette charte-là, on a essayé de décomposer les types d'entreprises selon des critères de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total de ventes, ou selon les critères de personnel, la main-d'œuvre utilisée. Alors, on dira que une nano-entreprise, donc très petite entreprise, c'est celle qui ne fait pas 5 millions de chiffre d'affaires par an. Donc, sur l'année, son chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions. Ça, c'est ça, une nano-entreprise. Et généralement, c'est avec peut-être un seul employé. Ensuite, on a micro-entreprise. C'est toute entreprise qui emploie en permanence moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 millions et 30 millions. Ensuite, on a les petites entreprises, chiffre d'affaires entre 30 millions et 150 millions. Et puis, le personnel est supérieur à 10. Donc là, nous rentrons dans notre cible. Donc, petite entreprise, personnel compris entre 10 et 50 et chiffre d'affaires compris entre 30 et 150 millions. Et après, on a les moyennes entreprises pour lesquelles l'effectif du personnel est compris entre 50 et 200 et le chiffre d'affaires est compris entre 150 millions et 1 milliard.
Voilà ce qu'il en est de la segmentation donc des entreprises de nano jusqu'à moyenne entreprise. Dans cette fourchette, où se trouvent maintenant les PME? Alors les PME, c'est justement ça, c'est ce que je disais. Les PME, c'est petites, moyennes entreprises. Donc, c'est à partir de 10 personnels à 200 personnels, c'est PME. Et de 30 millions jusqu'à 1 milliard, c'est PME. Donc, en fait, quand on dit PME, c'est qu'on combine les petites entreprises et les moyennes entreprises. Parce que, généralement, une moyenne entreprise peut être à la lisière de la frontière de petite. Donc, on passe de petite à moyenne très, très, très vite. Dans quel domaine on retrouve les PME? En règle générale, les PME peuvent se retrouver dans tous les domaines. Les petites entreprises vont se retrouver généralement dans le commerce ou les petits services ou encore dans l'artisanat développé, c'est-à-dire qu'il a pris des ouvriers pour l'accompagner. Et la moyenne entreprise, souvent, dont le personnel est plus de 50, généralement, c'est dans les unités de transformation. Nous revenons par rapport à la mission même d'expert comptable. Quel rôle un expert comptable joue dans l'accompagnement des PME? Nous avons l'habitude de dire que l'expert comptable peut être assimilé à ce qu'on appelle le médecin généraliste pour un patient. Ça veut dire que nous intervenons depuis la création. Donc, dans la formalisation même d'une entreprise, nous sommes des conseillers avant tout. Pour les accompagner, pour le promoteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le choix qu'il faut faire pour formaliser? Ensuite, pour pouvoir trouver le modèle économique, qu'est-ce que vous allez apporter comme intrant? Comment vous allez faire le travail? Qu'est-ce qui va être la sortie? Et nous intervenons dans le calcul de rentabilité pour vous dire, cher promoteur, voilà votre entreprise, si vous prenez tels éléments, vous allez aboutir à telle rentabilité. Nous conseillons ensuite dans la stratégie de développement. Tout ce qui va être compte d'exploitation prévisionnelle, l'expert comptable vous aide à monter ça. Et enfin, lorsque vous avez votre activité même qui se déroule, l'expert comptable vous conseille sur la tenue des comptes, comment vous devez faire enregistrer toutes les opérations transactionnelles que vous avez effectuées avec vos partenaires. Le troisième aspect pilier même pour lequel on a un ordre, c'est que nous garantissons la qualité de l'information financière qui va sortir. Parce que le banquier qui a le financement, il a besoin de tes informations financières sur comment se porte ton entreprise. Et c'est l'expert comptable qui lui dit que non, j'ai regardé ces états financiers-là. Les informations que la société là présente sont fiables, on peut lui faire confiance. Monsieur Akpaki Maouli, merci. Merci à vous, madame. Merci également à vous, Rebecca Kogomna. Aujourd'hui, 5 octobre, le monde entier rend hommage aux enseignants pour leurs efforts au quotidien. Un bon enseignant est comme une bougie. Il se consume pour éclairer le chemin des autres, disait Mustapha Kemal Atatürk. Eh bien, Isbatou Wadja Inoussa en est une preuve. Enseignante des sciences de la vie et de la terre SVT pendant plus de 30 ans, elle est à la retraite aujourd'hui. Isbatou Wadja Inoussa revient sur son parcours dans cet entretien avec Aimé Sougliman. Suivez plutôt. Madame Inoussa Wadja Isbatou, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, vous qui êtes enseignant retraité, comment vous êtes devenue enseignante? Merci pour cette opportunité. S'il faut dire comment je suis devenue enseignante, je peux dire que enseigner était une passion pour moi. Depuis mon enfance, j'aime transmettre. Et donc, après le bac, j'étais au campus. J'ai commencé par UT de santé. Mais toujours la passion d'enseigner me poussait et j'ai donc passé le concours d'entrée à l'école normale supérieure d'Atakpami, ENS. Et donc, j'ai réussi à ce concours. Je me suis dit, ouf, je vais prendre donc ma branche. C'est comme ça que je suis devenue enseignante après 3 ans de formation à Atakpami, sortie avec mon certificat de fin d'études. J'ai fait biologie comme dominante, c'est ça qu'on nous appelle aujourd'hui SVT, et la physique qui est le PCT de nos jours. S'il vous est demandé de quantifier le nombre d'établissements que vous avez déjà enseignés, il s'en est combien? J'ai intervenu sur 4 tout au long de ma carrière. Donc en 1993, j'ai pris mon premier poste au CEG de Hauteuil, aux côtés de mon mari qui était agent de l'OTP, donc rapprochement d'un conjoint oblige, où j'ai enseigné pendant 6 ans, de 93 à 99, en tant que professeur de biologie et de physique. Donc, comme mon mari a été muté
à Kbémé. Et donc, j'ai pris mon affectation. J'ai enseigné à Kbémé aussi, de 99 à 2007, enseignante au CEG officiel, qu'on appelle CEG de l'Union, mais c'est le CEG officiel. J'ai servi là-bas de 99 à 2007. En 2007, on m'a promu au poste de direction. Et donc, j'ai dirigé le CEG de Sewa-Tchérikopé dans la préfecture des Lacs de 2007 à 2014. 2014, mon mari était admis à la retraite et nous sommes arrivés à Lomé. Et donc, on m'a muté sur le CEG à Venou, toujours au poste de direction, que j'ai tenu de 2014 à 2024. Wow. Je précise que je suis admise à la retraite depuis le 1er avril 2024. Alors, sûrement que vous avez beaucoup de souvenirs. Est-ce que vous en retenez un bon ou mauvais, ça dépend. Bon, le métier de l'enseignant n'est pas facile. Il faut traiter avec les humains, des enfants comme des adultes. Si je prends la partie enseignante CRE à la main, je rends hommage à mes directeurs qui étaient là-bas. Monsieur Adododji Daniel, mon premier directeur qui m'a formé beaucoup. Et mon second directeur, celui de Hagoté, monsieur Amouzuga Goudjo. Donc si je suis référé à ces directeurs, c'est qu'ils m'ont donné ce qu'il faut. À part ce que j'ai eu à l'école normale. Il y a les bons souvenirs. J'ai rencontré des bons élèves, travailleurs, disciplinés, et aujourd'hui ils sont amicales et ils me rendent toujours visite. Il y a Lawson Plaka, Adademe et l'homme, elle est gérante à la PTT de Baie. Ils sont nombreux, mais ils sont en association et ils viennent nous rendre visite. Il y a des commerçantes parmi elles. Pas longtemps, ils sont venus chez moi à la maison. On a partagé un repas. C'était mes premiers élèves, des disciplinés. Il y a des indisciplinés qui aujourd'hui aussi, on les rencontre, mais ils n'ont pas gardé dents. Je ne peux pas dire que les mauvais souvenirs, il y en a de trop. Les bons dépassent les mauvais. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est que j'ai pu traîner un élève qui est devenu enseignant dans mon CEG à Venou. Aujourd'hui, il fait son master en France, mais il me le dit toujours, madame, je vous dois beaucoup parce que vous avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et bon nombre reconnaissent cela. Si vous prenez l'évangéliste Nouzia Yovo, c'est mon ancien élève de Haotoué qui me donne tous les honneurs qu'il faut. Sa cassette, il m'en donne. Là où il me voit, il ne cesse de dire aux gens, voilà madame qui a fait de moi ce que je suis. On dit souvent qu'il travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. Vous avez enseigné, vous avez donné ce que vous avez. Une autre chose est de vivre de ce qu'on fait. Est-ce que vous avez pu vivre de votre métier? Bon, c'est quelque chose qui m'étonne lorsque les gens parlent de la précarité, de la souffrance, la galère. C'est tout comme si les gens ne vont plus même postuler à ce métier. Aujourd'hui, moi, je peux le dire, je vis, puisque je continue pas à prendre ma pension liée à mon métier. Et j'ai pu résister avec mon salaire. Notre vague a souffert un peu. Il y avait une catégorie qu'on appelait les auxiliaires. Avant d'être intégrés, nous avons souffert un peu parce que on n'était pas tellement bien traités en ce moment. Mais en dehors de ça, une fois que nous étions intégrés, il y a eu des rappels de cette situation que nous avons vue. Et puis, une amélioration nette comparativement à ce que nos salaires qu'on percevait. L'homme cherche toujours une amélioration. Ce n'est pas que si on me donne encore de l'argent, je vais refuser. Mais avec une bonne planification, on peut s'en sortir. On ne peut pas se plaindre de trop. Moi, je peux dire ce matin que je vis. J'ai réussi à vivre avec mon salaire. Mais je ne dis pas que nous ne voulons pas des améliorations. Même dans ma retraite, si on peut doubler ma pension, je vais dire oui, je vais remercier. Alors, madame, comment est-ce que vous apercevez l'éducation togolaise de nos jours? En même temps, pour renchérir, si vous étiez donné de changer quelque chose, ça serait quoi? Ok, merci. Sur le plan changement, il y a eu beaucoup de rénovations et des innovations. Sur le plan institutionnel, comme sur le plan technique. Des anciens bâtiments ont été rénovés. On a apporté de nouveaux matériels dans les établissements. Du point de vue pédagogique, par exemple, nous étions passés des différentes pédagogies. Il y avait l'approche par objectif, APO, et donc là-bas, le cours était un peu magistral. L'apprenant est impliqué, mais pas autant. Et aujourd'hui, dans nos parcours, on est arrivé à l'APC, où l'enfant doit pouvoir agir après son apprentissage. Nous sommes carrément dans l'apprentissage, où on doit sentir que l'apprenant peut se défendre, peut prendre ce qu'il est en train de recevoir en classe pour transformer son milieu, pour apporter quelque chose à la société, alors que c'était plus la mémoire qui était utilisée, l'APO. S'il m'était donné de changer quelque chose dans le système éducatif, ce n'est pas changer, mais un apport. Un apport que moi je peux faire, c'est que nous devons tenir compte beaucoup de
l'étendue d'un établissement. Il faut que les établissements qui seront créés de nouveau puissent avoir les superficies requises, l'aire de sport, prévoir tout ça là, les disciplines, il faut les aires de jeu pour les enfants. Moi, j'étais élève au collège protestant de Lomé, c'est là-bas que j'ai fait de ma 6e en terminale. À tel point qu'on faisait la musique. Il y a une salle de musique, il y a le terrain de basket, le volley, le hand, ce que tu veux, tu fais. Et les activités parascolaires, les après-midi, de mercredi, on est dans l'établissement. Et ça aussi, ça isole l'enfant de banditisme. Si je dois être des décideurs du système éducatif, une école doit absolument avoir des aires de jeu. Les écoles doivent être revues sur le plan dimension. Et puis aussi avoir assez d'enseignants dans les écoles et de bâtiments, de classes pour limiter l'effectif pléthorique. Pour une bibliothèque, pour un établissement et une salle d'informatique à l'heure de la nouvelle technologie. Il faut des salles d'informatique. Merci beaucoup, Madame Inoussa Ouadia Isbatou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Monsieur Aimé Soulgilman. Merci à toute l'équipe de la radio. Écho du Palais, affaire de vol de poules et agression à main armée. L'inculpé, un jeune de 18 ans, a comparu le 20 juillet dernier au tribunal correctionnel de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Il fait partie d'une bande de jeunes qui ont sali les habitants d'une cour commune pour tenter de voler les poules. Le récit avec Hélène Assabi. Le jeune Adam et ses copains sont sortis pour une soirée de jouissance. La soirée a commencé d'abord par une promenade de santé. Elle s'est poursuivie dans un bar, suivie d'aventures amoureuses. Ensuite, la bande, au lieu de rentrer tranquillement à la maison, a décidé de faire irruption dans une cour commune à 3 heures du matin. Et c'est là que les choses ont pris un goût très amer. Tirés brutalement de leur sommeil, les habitants de cette cour et leurs poules vont se retrouver en face de jeunes délinquants presque ivres. Au cours de la bagarre, le père de famille et son épouse ont reçu des coups de couteau au bras. Adam a comparu seul à la barre parce qu'il n'a pas eu la chance de fuir comme les co-auteurs du délit. Interrogés par le tribunal, les 2 victimes de la bagarre, avec des pansements au bras, ont affirmé que Adam est bien la personne qui les a poignardés. Pour le procureur de la République, les faits pour lesquels répond le prévenu sont plus graves qu'on l'estime, ce qui l'a amené à requalifier le délit en tentative de vol de nuit avec arme blanche, coups et blessures volontaires. Ainsi, il a requis 10 ans de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende. Et c'est justement cette peine que le tribunal a infligée à Adam au terme de son procès. À samedi prochain pour une autre affaire. À samedi prochain, donc, Hélène Assabi. Nous restons en Côte d'Ivoire pour parler les sports. Football, l'équipe nationale de Maracana du Togo continue de faire sensation à la première Coupe du monde de la discipline qui se déroule donc en Côte d'Ivoire. Les éperviers Maracana visent une place en finale ce samedi face au Bénin. Kilim Boyode. Le Togo a mis à genoux le géant Brésil, pays par excellence du football. La sélection togolaise a ainsi arraché royalement sa place en demi-finale en battant les Brésiliens par 4-0. Le Togo accède ainsi au dernier carré de la première Coupe du monde de Maracana qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Les éperviers maracaniers joueront pour une place en finale ce samedi soir face aux Guépards du Bénin qui ont sorti la Belgique hier sur un score de 7-5. Le Togo écrit ainsi une épopée dans cette compétition où personne n'avait misé sur cette sélection pour une prestation magnifique que le Togo est en train d'offrir à tout un peuple assoiffé de victoire. Le match Togo-Bénin se joue au parc sportif de Trècheville à partir de 18h. Au plan national, la D1 féminine poursuit son parcours ce week-end. On joue la 9e journée de ce championnat qui est à sa phase retour. Pour cette 9e journée, Wina Girls croisera AC Barracuda qui était au repos lors de la journée précédente. Duel des mal classés entre US Amou et Atleta FC. Dans la poule B au nord, Asco, leader de la zone, sera au repos ce week-end. Doumbé de Mango reçoit au stade municipal de la ville Unisport de Sokwade. À Chamba, Koraki Metete attend les filles de Semassi de Sokwade. Enfin, Fouadan attend de pied ferme Tambo de Dacha qui fera le plus long voyage
de ce week-end. Revue de presse, principaux sujets à la une cette semaine, les frais mobile money de Togocom, la lutte contre les rackets des forces armées togolaises et l'agression du député sénégalais Guy Marius Sagna à Lomé. Léontine, d'abord, cette agression qui défraie la chronique. Vive réaction sur l'agression du parlementaire de la CEDEAO, Guy Marius Sagna. Que ce soit son institution, les gouvernements sénégalais et togolais, des organisations de presse et des droits de l'homme, tous ont condamné cet acte. Ouara les vainqueurs relate que la police togolaise a situé l'opinion sur la présence du député sénégalais sur le sol togolais et les contours de cette agression. À cela, le libéral ajoute qu'une enquête judiciaire est ouverte. Et dans le cadre de la procédure, un appel est lancé aux organisateurs de l'événement ainsi qu'à toutes les personnes affectées ou intéressées afin qu'ils apportent pleinement leur collaboration. Togo Matin poursuit dans le même sens en indiquant que les autorités togolaises collaborent déjà à cette enquête judiciaire. Léontine, l'autre sujet, les raquettes des forces armées togolaises, le chef d'état-major général, le général Dimini Alahari, pourra-t-il mettre fin aux raquettes des forces armées togolaises? Le libéral se pose la même question. Raquettes systématiques aux checkpoints, postes de sécurité et postes frontaliers, policiers, gendarmes et militaires, tous à la barre, interpellent Liberté. Dunia Le Monde estime que le général Alahari est en train de renverser le café des forces de défense et de sécurité avec cette décision. Le libéral revient et précise que le chef d'état-major général des forces armées togolaises promet ne pas être indulgent envers ceux qui seront pris main dans le sac. L'apparition s'interroge également sur les chances réelles de voir cette mesure prospérer et produire les résultats escomptés. Sans doute s'explique par des décisions similaires prises auparavant et qui n'ont pas abouti puisque le phénomène se perpétue. Le libéral pointe du doigt également la responsabilité des usagers des voies publiques qui poussent les agents en uniforme à la tentation. Léontine, pour finir, les frais de retrait de dépôt de Timoni continuent de faire parler d'eux. Oui. Le service Timoni de Togocom fait parler de lui à travers ses tarifs. La société met la lumière sur ses tarifs dans les colonnes de l'Union pour la Patrie. Déjà à la une du bi-hebdomadaire, l'on peut lire Mobile Money, une nouvelle ère de simplicité pour les achats au Togo avec Timoni. Ouara les vainqueurs renchérit et note que Togocom dispose des tarifs de retrait les plus bas. Et les opérations de dépôt sur les comptes principaux Timoni dans les points de vente à proximité sont sans frais. Cette précision vient lever tout équivoque sur des pratiques dans certains points de vente où des frais sont abusivement perçus sur les opérations de dépôt, s'exclame le libéral. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà, c'est la fin du magazine Pluriel de ce samedi. Sachez qu'un bon enseignant est comme une bougie. Il se consume pour éclairer le chemin des autres. C'est une pensée de Mustapha Kemal Atatürk pour faire mention spéciale aux enseignants en ce jour du 5 octobre, journée mondiale des enseignants. Bon appétit si vous êtes à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg.